justifié dans la justice française? Écoutez, je suis tout à fait serein puisque je vais comparaître avec 9 autres co-inculpés pour avoir arraché chacun un pied de maïs transgénique à Mainville le 25 juillet 2004. Donc c'est une action collective, c'est un procès aussi qui sera un procès collectif, puisque bien évidemment il n'y aura pas que les 9 prévenus à la barre, il y aura aussi l'ensemble des personnes qui ont participé à cette action qui vont demander à comparaître volontairement au tribunal avec nous. Alors évidemment, on a une question qu'on se pose tous. Il y avait 1 millier de personnes le jour de cet arrachage de plants de maïs transgéniques. 1 millier de personnes, 9 inculpés. Alors selon vous, évidemment, pourquoi 9? Et puis pourquoi ces 9-là? Alors, je crois que les choses sont très simples. D'ailleurs, dans les procès-verbaux des gendarmes, les choses sont claires. Le procureur a demandé aux gendarmes de cibler les élus et les responsables de l'action. Ils ne se sont pas préoccupés de l'ensemble des citoyens qui avaient annoncé qu'ils allaient faucher. C'est pour cela que nous avons été étonnés que le procureur dise que cette action a été commise au moins par 400 personnes comme co-auteurs ou complices. Alors pourquoi est-ce que toutes ces 400 personnes ne sont pas à la barre avec nous ? C'est quelque chose de tout à fait invraisemblable. C'est pour ça que nous avons organisé la première matinée du procès, véritablement la revendication collective de cette action, et c'est ce que nous allons faire. Alors, outre justement la demande de la comparution de ces co-auteurs, on va dire, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans la stratégie de défense que vous allez appliquer? Est-ce que c'est une stratégie entendue avec les 8 autres prévenus? Comment ça va se dérouler simplement? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant comme argument demain? Donc les 9 prévenus ont 4 avocats. Les 4 avocats vont plaider pour l'ensemble des 9 prévenus. Nous allons développer une défense axée, d'abord sur la question des OGM, sur les risques qu'ils font porter à l'environnement et à l'agriculture et aux consommateurs. Deuxièmement, sur le fait que les règles européennes ont bafoué la démocratie puisque les directives ont été prises pro-OGM malgré l'avis négatif du Parlement européen. Enfin, nous allons évaluer aussi de manière claire la législation française qui est inexistante et qui fait que c'est pour nous, ces essais sont illégaux. Donc tous ces points vont être traités et nous avons bien évidemment aussi abordé la question des rapports Nord-Sud puisque Aminata Traoré, ancienne ministre du Mali, sera présente pour dire pourquoi son pays vient d'interdire les OGM alors que les firmes essayent de nous faire croire que les OGM sont là pour aider les pays du Sud à se développer. Alors on vous rencontre aujourd'hui dans le cadre des premières assises nationales des faucheurs volontaires. Déjà une première question, est-ce que c'est un succès pour vous? D'ores et déjà, il y a plus de 600 personnes présentes, représentant 4000 faucheurs volontaires à travers le territoire. De nouvelles personnes s'inscrivent aujourd'hui. Nous allons développer au cours de ces assises les perspectives d'action pour l'hiver et le printemps prochain. Nous allons mener des actions vis-à-vis des consommateurs pour les prévenir aujourd'hui contre le fait que les produits issus des animaux ne sont pas étiquetés OGM. Nous allons mener des actions contre les firmes, contre Le Sieur, qui aujourd'hui vendent des produits OGM, de l'huile de soja OGM. Nous allons en même temps lancer les actions pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'essai l'an prochain. D'ores et déjà, s'il y a des essais l'an prochain, eh bien, nous sommes prêts à retourner faucher. Mais pour nous, pour l'instant, la grande bataille, c'est d'obtenir un moratoire afin qu'il y ait un débat national et un référendum pour que les Français puissent dire si oui ou non ils veulent des OGM dans les champs et leur assiette. Alors justement, les faucheurs volontaires comparaissent devant la justice, il y a eu plusieurs exemples. Est-ce que finalement, on réfléchit à d'autres modes opératoires des actions ou est-ce que vous allez utiliser toujours le même mode d'action ? Alors, la désobéissance civique, c'est le stade ultime. S'il n'y a pas d'autre issue, nous faisons ces actions illégales, collectives, à visage découvert. Bien évidemment, il y a des actions d'information. Nous travaillons avec les maires, avec les conseils généraux, les conseils régionaux qui sont opposés aux OGM. Donc, nous allons développer l'ensemble de ces stratégies. Et si au printemps prochain, malgré cela, malgré la démocratie, qui devraient être respectés, les essais à nouveau ont lieu, eh bien, certainement que nous serons amenés à agir de la même manière. Très bien, José Bové, merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Et puis à très bientôt sur TLT. Au revoir à tous.
Les médias le qualifient de troisième homme, il rétorque qu'il changera bientôt de numéro, il renvoie dos à dos le PS et l'UMP, et il envisage en cas de victoire une grande coalition rassemblant les partis de gauche comme de droite. Notre invité ce soir c'est François Bayrou. François Bayrou, bonsoir. Bonjour. Alors j'aimerais revenir déjà sur un des objets de votre visite à Toulouse. Vous avez un petit peu bouleversé votre planning pour rencontrer l'intersyndicale d'Airbus. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Est-ce que vous leur avez fait des propositions? D'abord, je les ai entendus parce que c'est eux qui vivent la crise en première ligne. Et c'est une crise injuste parce que ce n'est pas la faute des salariés. Ce n'est même pas la faute des sites français. C'est deux grands ordres de raison. Le premier, c'est que pendant des années, cette entreprise s'est épuisée dans une espèce de guéguerre, ou de guerre, pas de guéguerre, de guerre interne, sur fond de rivalité politique au sommet de l'État. Et la deuxième raison, c'est qu'ensuite, il y a eu une guerre d'influence entre la France et l'Allemagne, et tout ça a empêché de s'intéresser à l'objet même de l'entreprise, qui est l'industriel. Et une décision industrielle catastrophique, un accident industriel catastrophique a fait que tout d'un coup, le programme A380 a été retardé, et qu'étant retardé, l'entreprise a perdu entre 5 et 6 milliards d'euros. Voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut donc remettre les choses à plat pour arriver à avoir des décisions industrielles solides et conséquentes et courageuses. Et d'abord, ça veut dire un plan Power 8, mais renégocié ou... Oui, je pense qu'il est nécessaire que la négociation commence maintenant. La direction de l'entreprise a annoncé ses intentions. Maintenant, il est nécessaire qu'on en discute avec les pouvoirs publics et les syndicats. Je suis frappé de voir que l'Allemagne a bien défendu ses intérêts avant la décision de Power 8. Maintenant, il faut que la France défende les siens après la décision pour sauvegarder l'outil industriel, pour conserver à l'intérieur de l'entreprise tout ce qui est précieux, stratégique. Par exemple, à Méholt, dans la Somme, on fabrique les pointes, les cockpits des Airbus jusqu'à la porte arrière. Vous vous rendez compte? C'est la partie la plus sensible de l'entreprise. Alors pourquoi la mettre à l'extérieur de l'entreprise? Et tout ça, ça nécessite une vraie négociation dans laquelle la France et les salariés pourront faire entendre leur voix. Bref, vous savez, Airbus, c'est pas ce qu'on peut appeler catastrophe. Il y a 2500 avions vendus. Donc, pendant des années et des années, tous les jours, on va pouvoir fabriquer plus de 2 avions. C'est dire que ce n'est pas une entreprise en cessation de commande, comme ça arrive dans un certain nombre d'autres industries. Et il faut montrer et indiquer quelle est la force de cette entreprise et la défendre. Vraiment, trop d'erreurs ont été faites, dont tout le monde est responsable. Je veux rappeler que la structure actuelle de l'entreprise, c'est le gouvernement Jospin, qu'il a mise en place, et que c'est tout de même une responsabilité très lourde que d'être arrivé à cette impasse. Et puis il faut aussi demander des explications aux actionnaires privés, parce qu'après tout, ils avaient la gestion. Et maintenant, il faut leur demander comment chacun va faire face à ses responsabilités, eux qui ont vendu des milliards d'euros d'actions juste avant qu'elles ne s'effondrent. Alors, on va changer totalement de sujet, on va parler de votre percée dans les sondages, puisqu'on vous appelle le troisième homme. Alors que ça vous convienne ou que ça ne vous convienne pas, ça on va en discuter. 20%, c'est le dernier sondage en date. Je voudrais revenir sur la une du journal du dimanche hier qui titrait « Tous contre Bayrou ». Vous avez ce sentiment-là que vous êtes sous les tirs croisés du Parti socialiste, de l'UMP? Bien sûr, ce sont deux appareils politiques qui tiennent tout le pouvoir en France depuis 25 ans. Et alors, quand ils voient venir une proposition politique différente, naturellement, vous voyez de quelle fébrilité ils sont pris, de quelle violence ils vont faire preuve. Ils vont mobiliser le banc et l'arrière-blanc de tous ceux qui ont eu des privilèges et des responsabilités dans la République jusqu'à ce jour. Et moi, je pense que les Français veulent ce changement. Je pense que cette montée dans les sondages, elle n'est pas de ma responsabilité. J'ai fait tout ce que je pouvais naturellement, mais elle répond à une attente profonde des Français. Ils ne veulent pas être enfermés entre ces deux appareils qui ont tout le pouvoir depuis 25 ans dans une guerre stupide qui oppose perpétuellement l'un à l'autre. Et donc pour moi, je veux en tout cas défendre cette autre vision, et je m'apprête en effet à subir des attaques de toute nature et de tout genre. Alors vous avez dit pour les élections législatives que vous présenteriez des candidats 577 candidats. Mais vous comprenez, c'est une suite. Si je veux, comme les Français le veulent, si je propose, comme les Français le veulent, de renouveler la vie politique française,
alors il faut qu'il y ait une suite derrière. Et que les Français puissent exprimer cette volonté de changement pour que ce ne soit plus les deux appareils de l'UMP et le PS qui est tout. Et donc, en effet, ce grand courant, ce nouveau grand courant de la vie politique française, il présentera des candidats partout, avec une différence avec les autres, c'est que libre à chacun des autres candidats de dire « je suis prêt à soutenir ce rassemblement ». Et s'ils le disent, il y aura de la place pour tout le monde. Je ne veux pas le monopole du pouvoir. Je veux qu'en France, chacun sache que s'il est de bonne foi prêt à participer au redressement du pays, qu'il vienne de la gauche républicaine ou de la droite républicaine, il aura sa place reconnue dans le rassemblement pour redresser la France. Ce que nous avons à faire est tellement difficile que ça exige de se rassembler. Alors, une dernière question, vous allez sortir un ouvrage très prochainement ? Jeudi, très bien, qui s'intitule « Le projet Espoir ». Il s'appelle « Projet d'espoir ». Projet d'espoir, est-ce que ça veut dire que c'est un ouvrage programme ? C'est un projet. Il y a une grande différence entre un programme et un projet. Un programme, vous savez, c'est des mesures, c'est un catalogue. C'est des tiroirs sans lien entre eux dans lesquels il y a 150 mesures que d'ailleurs on ne peut même pas mémoriser et qui répondent à chaque catégorie sociale. Moi, ma vision n'est pas celle-là. Il faut un projet, c'est-à-dire il faut une vision. Qu'est-ce que la France cherche aujourd'hui ? Selon moi, elle cherche deux choses en même temps. Elle cherche son projet républicain, liberté, égalité, fraternité. Il y a une grande partie des puissants qui n'y croient plus, mais les Français, eux, ils y croient. Ils ont besoin non seulement que ce soit la vision qui nous rassemble pour l'avenir de notre pays, mais ils ont même besoin que ce projet, dans le monde, il soit présenté comme étant une résistance au modèle américain qui domine la planète. Et deuxièmement, ils veulent la modernité. Ils veulent en même temps le projet républicain et la modernité, parce qu'ils veulent être un pays créatif et qui défend sa place dans le monde ou dans l'univers de compétition dans lequel on est. Ils veulent que la France soit respectée, créative, inventive, en avance du point de vue de la recherche, du point de vue des entreprises et même du point de vue des artistes et de la culture. Et tout ça, projet républicain et modernité, c'est ça, cette synthèse que la France attend et qui, vous le voyez bien, tout d'un coup, si j'ose dire, ramène à des préoccupations du passé les autres propositions politiques. François Bayrou, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité locale demain à partir de 19h. En attendant, passez une excellente fin de soirée sur TLT. Au revoir à tous. Pour tous, c'est la dernière semaine de campagne, mais pour elle, c'est la dernière semaine de sa dernière campagne électorale à la présidentielle. En tout cas, en 30 ans de lutte politique, elle n'a jamais raté ce scrutin. Faites le calcul vous-même. Elle en est donc à sa 6e candidature. Je reçois ce soir la candidate de lutte ouvrière pour cette présidentielle 2007, Arlette Laguiller, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de revenir sur votre programme électoral, on va parler du détail un petit peu de cette journée ici à Toulouse. Vous êtes allé à la rencontre de salariés d'une entreprise de Colomiers oui. qui sont actuellement en grève, en tout cas pour cette journée. Pourquoi cette entreprise à Colomiers ? Parce que c'est assez caractéristique finalement de ce que réclament aujourd'hui beaucoup de salariés, c'est-à-dire une augmentation de salaire qu'ils ont chiffré à 300 € et sans doute parce que ça correspond au problème et à la revendication que je défends dans cette campagne. Ils m'ont demandé si je voulais bien venir soutenir leur lutte. Je crois que c'est leur 3e journée de grève et pour l'instant il y a un mépris total et pas de réponse de leur direction. Alors on va parler indirectement d'Airbus puisque c'est une entreprise qui travaille en collaboration avec EADS Airbus. Oui, Sonovision. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur cette crise que traverse l'avionneur ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce plan ? On va revenir sur ce plan Powerade. Qu'est-ce que vous en pensez de ce plan ? Écoutez, je pense que ce plan, il n'a pas de justification et que tout candidat ou candidate qui voudrait vraiment défendre les intérêts des travailleurs devrait dire qu'il n'y aura aucun licenciement, aucune suppression d'emplois chez Airbus.
Airbus est une grande entreprise qui a des carnets de commandes, nous dit-on, pour 3 voire 5 ans. Donc il n'y a aucune justification à supprimer les emplois. Il faut maintenir l'emploi. Il faut peut-être que les actionnaires du coup fassent un peu moins de profit parce qu'on voit bien que les suppressions d'emplois sont liées à la nécessité pour les actionnaires de faire plus de profit. Donc moins de profit, mais on maintient l'emploi. Je crois que dans un pays où on est à près de 3 millions de chômeurs, parce que je ne crois pas trop aux statistiques gouvernementales, je crois que c'est absolument nécessaire. Alors, vous êtes également rendu sur le campement des Don Quichotte, avec François Verdier. Est-ce qu'ils vous ont fait part d'inquiétudes? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous leur avez proposé? D'abord, ils m'ont expliqué, bien sûr, leur problème, qui est de trouver une solution pour chacun. Déjà, un certain nombre ont réussi, tout en étant RMistes ou en ayant un très petit salaire, à pouvoir obtenir un logement, ce qui prouve que la mobilisation est efficace. Mais il reste un certain nombre de cas à régler, qui sont des fois des problèmes de logement, des fois des problèmes aussi d'accompagnement pour un certain nombre de personnes qui ont été désociabilisées depuis déjà un certain temps. Mais ce que j'ai trouvé, c'est des gens ayant envie d'aboutir pour chacun, de jamais laisser tomber quelqu'un et finalement d'obtenir une solution en luttant tous ensemble pour chacun d'entre eux. Et finalement, je crois que ce sont des gens qui ont en eux une certaine solidarité et qui l'expriment bien. Voilà. Donc je les ai surtout écoutés en leur disant bien sûr que je pensais qu'au niveau de l'État aujourd'hui, il faudrait construire les millions de logements sociaux qui manquent dans ce pays et qui fait que quand on est RMiste ou même simplement qu'on est un travailleur, mais un travailleur pauvre, on ne peut pas se loger. D'ailleurs, étant donné aussi la spéculation immobilière qui est énorme depuis un certain nombre d'années et qui rend le prix des loyers inaccessible pour beaucoup de travailleurs au salaire modeste. Alors, on vient de parler un petit peu du contenu de votre programme. Oui. C'est un programme qui n'a pas énormément changé en 30 ans. Est-ce qu'en revanche, la France, elle a changé? Et est-ce que vous auriez pu adapter un petit peu votre programme électoral à cette évolution? Elle a changé, la France? En fait, les objectifs que je défends actuellement en termes de chômage, en termes d'augmentation des salaires ou de construction de logements, c'est quelque chose que j'ai commencé à défendre il y a 12 ans, en 1995. J'avais appelé ça le plan d'urgence. Et aujourd'hui, l'urgence sociale, elle est vraiment très très importante. Je crois que vraiment, si la France a changé, c'est par une aggravation des conditions de vie du monde du travail. Et je crois qu'au contraire de renier ce que j'avais dit précédemment, c'est quelque chose qui est extrêmement d'actualité. En 2002, vous avez réalisé un score de près de 5% des voix. Un peu plus, presque 6. Presque 6% des voix. Aujourd'hui, vous êtes crédité de 2% d'intention de vote. C'est dû à quoi, à votre avis? C'est un éparpillement des voix d'extrême gauche, entre beaucoup trop de candidatures? Ça, on verra de toute façon au soir du premier tour. On n'a plus très longtemps à attendre d'ailleurs. Avec Olivier Besancenot, nous avions fait à nous deux à peu près 10% des voix. Je ne sais pas si on va retrouver ces 10%, mais je l'espère, je le souhaite, parce que finalement, bon, on défend sensiblement les mêmes revendications, les mêmes objectifs, donc ça sera tout à fait logique d'additionner nos voix. Donc on verra bien au soir du premier tour si on a tellement baissé que ça, j'en suis pas sûre. Alors justement, pour ce premier tour, vous avez dit qu'il ne fallait pas tomber dans le piège du vote utile. Pourquoi un piège, le vote utile? J'aurais peut-être dû dire même un chantage, parce que je crois que c'est un chantage au vote utile que nous fait le Parti socialiste. Finalement, comme il voit bien que les propositions de Ségolène Royal ne rencontrent pas vraiment d'enthousiasme dans les couches populaires, le meilleur argument de Ségolène Royal, c'est finalement que beaucoup de gens dans les milieux modestes ont vraiment pas envie de voir Sarkozy. Mais comme il n'y a rien qui suscite vraiment l'adhésion dans ces propositions, le Parti socialiste nous fait comme d'habitude le coup du vote utile. Moi, je crois que c'est important qu'au premier tour, on dise vraiment ce qu'on souhaiterait voir changer dans ce pays, dans la situation du monde du travail. Parce que si on ne le dit pas, et même si Ségolène Royal est élue demain, eh bien, je crains que sa politique aille plutôt vers la droite, parce qu'on en a déjà des signes dans cette campagne. Il a suffi que Sarkozy
aille vers les idées de Le Pen en ce qui concerne l'immigration, l'identité nationale, pour qu'on voit Ségolène Royal, elle est sur ce terrain, avec la Marseillaise, les petits drapeaux qu'on doit agiter le 14 juillet, pas grand-chose à voir avec les problèmes concrets et réels du monde du travail. On voit bien qu'il y a une partie du Parti socialiste qui pousse vers la droite, comme Rocard ou Kouchner, en disant qu'il faut une alliance entre un homme de droite, Bayrou, et la candidate du Parti socialiste. Donc je pense que plus il y aura de voix pour l'extrême gauche au premier tour, plus ça exercera, je pense, une certaine pression pour que la politique de Madame Royal ne dérive pas complètement vers la droite. Dernière petite question, évidemment, on a envie de vous demander, à quelques jours de la fin de cette campagne électorale, cette dernière campagne électorale en ce qui vous concerne, est-ce qu'il y a de l'émotion? Est-ce qu'il y a un peu de nostalgie? Pour l'instant, il y a pas mal de tensions parce que j'ai envie de faire mentir les sondages d'abord sur ces 1 à 3% qu'on m'accorde et je vais me battre jusqu'au bout. Donc c'est plus la tension que la nostalgie. Si vous me réinvitez en tant que responsable politique, peut-être que j'analyserai plus clairement ce qui va se passer après cette campagne électorale. Merci infiniment, Arlette Laguillier, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur TLT. Au revoir.